Info, seconde partie, qui reçoit Mamadou Lamine Diagne. Il est juriste et environnementaliste. Bonsoir, Monsieur Diagne. Bonsoir, Binta. Alors, nous vous avons invité parce qu'il y a le COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ça a démarré depuis avant-hier. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que, pour rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs, l'objectif de ce sommet? Merci déjà pour l'invitation. Je salue vos téléspectateurs. Et je salue aussi l'ensemble des organisations de la société civile qui sont présentes là-bas en Égypte. Mais aussi, je salue les acteurs qui sont dans Natural Justice et qui sont aujourd'hui, en tout cas, actifs sur les questions de changement climatique, à savoir Natural Justice, l'organisation dans laquelle je travaille. Alors, Natural Justice, c'est une organisation qui travaille sur la défense des intérêts des communautés, mais aussi qui travaille sur la promotion des droits environnementaux des communautés vulnérables. Alors, vous avez posé une question intéressante. C'est justement pour rappeler que la COP n'est pas un événement nouveau, mais ça a démarré depuis 1992 avec la conférence de Rio sur les changements climatiques. Alors, à partir de cette conférence, les États, 155 États ont adopté ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est cette convention qui a institué la conférence des parties. Alors, la conférence des parties, c'est un événement majeur, un événement en tout cas d'envergure mondiale qui invite les États, les organisations de la société civile, les syndicalistes, les acteurs, les citoyens à se concerter et réfléchir ensemble sur l'urgence climatique, sur le péril climatique. Ah ouais, c'est vrai que c'est le péril climatique, c'est l'expression qu'il fallait dire. Le péril climatique qui n'épargne personne, même l'Afrique. Nous avons entendu hier le président de la République, Macky Sall, dire que nous devons sauver la planète ou périr ensemble. Ben, à juste raison. Parce que, au fait, de son discours quand même, j'ai retenu deux choses. Il faut vivre pour faire l'histoire ou bien vivre pour subir l'histoire. Et je pense que le président ne s'est pas trop trompé. Quand il dit que nous devons vivre pour faire l'histoire, il appelle les États développés, ils appellent les puissances occidentales à respecter davantage leurs engagements du fait des effets pervers du changement climatique. Mais quand il dit aussi qu'il faut vivre soit pour subir l'histoire, c'est justement pour rappeler un grand principe en droit de l'environnement, le principe de la responsabilité commune mais différenciée, qui dit qu'effectivement, aujourd'hui, les États africains contribuent à hauteur de moins de 4% de taux d'émission de gaz à effet de serre. Tandis que les États développés, à savoir peut-être la France, les États-Unis, polluent, l'Inde, la Chine pollue à plus de 96% d'émissions de gaz à effet de serre. D'où l'idée de cette injustice climatique qui fait subir aux Africains les effets néfastes des changements climatiques et que les Africains, vous savez, n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité de résilience de faire face aux problèmes des changements climatiques. Et je pense que nous allons, en tout cas, revenir sur ces questions. En Afrique, globalement, nous avons d'énormes problèmes aujourd'hui qui sont causés du fait des changements climatiques, mais au Sénégal, en particulier, nous avons aussi ces problèmes-là. Oui, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle les États pollueurs que vous venez de citer avaient décidé au sommet de Paris de mettre en place un fonds climat, un fonds vert, pour pouvoir aider les pays africains, comme vous dites, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face au changement climatique. Effectivement. Est-ce que ce fonds est financé? Alors, il faut le rappeler, hein, l'accord de Paris, c'est un accord additionnel. Mais avant l'accord de Paris, nous avions le protocole de Kyoto de 1997, dans lequel les États-Unis n'étaient pas partis, comment dirais-je encore, la Chine n'était pas partie, et par la suite le Canada s'est retiré. Et cet accord de Kyoto, qui précède l'accord de Paris, fixait les mécanismes du développement propre, fixait ce qu'on appelle les mécanismes de la mise en œuvre conjointe. Mais cet accord a échoué lamentablement du fait que les puissances, en tout cas internationaux, voulaient préserver leur effort de développement, mais voulaient aussi mettre leurs concitoyens dans de bonnes conditions de vie. N'est-ce pas? Par la suite, nous avons l'accord de Paris, qu'on a appelé l'accord de la chance ou bien l'accord de la dernière chance. Absolument. Mais malheureusement, cet accord aussi est en train d'échouer lamentablement du fait que non seulement les États ne respectent pas leurs engagements, ça c'est un, parce que l'Afrique, d'une manière globale, a besoin de 100 milliards de dollars pour financer les effets pervers du changement climatique ou bien les effets néfastes du changement climatique. Ça, c'est une manne financière importante. Alors, les Africains
sont dans une position de mendicité. Ce que les 100 présidents sont en train de faire aujourd'hui en Égypte, c'est peut-être de la mendicité, on peut l'appeler ainsi. Mais comme d'habitude d'ailleurs. Oui, comme d'habitude, c'est une éternelle recommencement, ce qui est déplorable. Oui. Mais aujourd'hui, la société civile, elle a l'habitude de tendre la main, je voulais dire. Effectivement, la société civile est en train de jouer un rôle important. Par exemple, si vous prenez l'organisation comme Natural Justice, on est en train d'aider nos États à réformer leur politique, à adapter leur politique et à former les citoyens à prendre en charge ces questions de changement climatique qui nécessitent quand même des moyens importants. Alors, sur le financement, le problème principal qui se pose, c'est l'orientation du financement. Au Sénégal, si on te dit qu'aujourd'hui, on reçoit des financements verts, mais tu ne vas pas y croire. Mais c'est vrai, on reçoit énormément d'argent pour mitiger les problèmes des changements climatiques, mais malheureusement, ces financements sont orientés pour protéger les bourgeois. Je te donne un exemple concret. On protège les bourgeois. Oui, je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons deux Sénégal. Les hôteliers, c'est ceux qui sont un peu sur la station balnéaire de Mbour, mais ont devant eux des digues qui sont importants, qui coûtent des milliards. Mais à côté, si vous partez à Bargny, à Rufisque, à Dionewar, Niodior, dans les îles du Saloum, mais ce sont des îles qui disparaissent. Mais plus près de chez nous, Rufisque, Bargny, sont tous menacés par l'avancée de la mer. C'est quoi ce que je veux dire par là? C'est que l'État reçoit énormément d'argent, mais malheureusement, cet argent non seulement est mal géré, il n'y a pas de transparence. C'est pour protéger les hôteliers qui mettent de l'argent dans les caisses de l'État. Effectivement, c'est pour protéger les gens qui ont déjà Pendant ce temps, il y a des villages qui disparaissent. Hier seulement dans le journal, Gandiol qui criait quand même, qui demandait à être secouru parce que déjà il y a eu des villages au niveau de Gandiol qui ont déjà disparu. Des écoles qui disparaissent, des cas de santé qui disparaissent, des espaces de production pour les femmes qui disparaissent. Et ce financement est mal orienté. Parce que l'accès à ces financements est très compliqué et très complexe. Souvent, c'est le ministère qui gère, mais on demande, ce sont des appels à projets. Et imagine, par exemple, la dame ou bien la femme qui se trouve à Rufisque qui était en train de transformer son ketchup, mais elle n'a pas les capacités pour répondre à ces genres d'appels, à ces genres de grandes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils doivent faciliter l'accès à ces financements. Ça, c'est un. Mais ces financements doivent être des financements pro-pauvres. Mais on ne doit pas l'orienter pour vraiment, en tout cas, protéger des bourgeois. Ça, c'est le Et on a reçu combien depuis lors? Le Sénégal a reçu je n'ai pas le montant exactement en tête, mais je sais qu'on en reçoit depuis l'accord de Paris, même bien avant le fonds vert, le financement vert, on en reçoit énormément. Mais il y a un problème de transparence, il y a un problème d'orientation, il y a un problème de gestion. Mais autre chose que... On n'a jamais entendu l'État en parler? Non, l'État en parle quand même. Le ministère de l'Environnement fait des communications, mais c'est là ce qui est difficile. On te dit par exemple que les financements sont disponibles, il faut répondre à tel appel de projet et les conditions sont excessivement difficiles. Non seulement pour les organisations de la société civile que nous sommes, pour les petites organisations, n'en parlons pas, mais pour une personne lambda. Vous n'êtes pas soutenu les organisations? Non, on n'est pas soutenu. Nous, notre rôle c'est de faire des plaidoyers. C'est d'inviter l'État à respecter ses engagements. C'est d'inviter l'État à mettre à jour la contribution nationale déterminée. Parce qu'il faut aussi le rappeler, chaque État doit écrire un document de contribution sur sa manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, et d'ici 100 ans, si on regroupe l'ensemble des contributions que les États africains ont élaborées, ça ne règle pas le problème au fait. Donc, il faut aujourd'hui avoir des démarches, des approches nouvelles mais et innovantes. Parmi ces approches nouvelles, parmi ces démarches, il faudrait quand même amener les communautés de base à s'approprier ce combat contre les changements néfastes. Je te donne un exemple pertinent que Natural Justice est en train de mener avec l'ensemble des organisations de la société civile, ce qu'on appelle la reconnaissance juridique des APAC, les aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire. Alors, ce sont des espaces que les populations ont gardés, ont préservé à travers des techniques rudimentaires, à travers un savoir traditionnel très sûr qui vise à protéger non seulement le milieu naturel, l'écosystème naturel, mais aussi la biodiversité. Et aujourd'hui, l'État n'a pas, au Sénégal par exemple, on n'a pas encore une loi sur la biodiversité. Nous avons fait le plaidoyer pour l'intégration de ces aspects dans cette loi, mais jusqu'à présent, en tout cas, l'État tarde à voter cette loi pour reconnaître juridiquement ces impacts-là. Mais aujourd'hui, il y a la question des repos biologiques. Ça date de très longtemps. Il y a énormément de savoir aujourd'hui que l'État devrait faire des efforts pour capitaliser ces savoirs et le mettre encore à la disposition des communautés et les accompagner d'une manière très soft pour pouvoir faire face à ce problème très périlleux des changements climatiques. Mais
aussi ce qu'il faudrait peut-être rappeler par rapport à ces financements et par rapport aux discussions en Égypte, c'est la question des pertes et dommages. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quand il y a des inondations, ou bien quand il y a des remontées par exemple de la mer, ou bien l'avancée de la langue salide, mais ce sont des écoles qui disparaissent, ce sont des maisons qui disparaissent. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la langue de Barbarie à Saint-Louis, ce qui se passe dans les îles du Salou, mais c'est énormément de pertes et dommages que subissent les populations. Et aucun soutien, aucun appui, aucun accompagnement de la part des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on entend quand même souvent les populations c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, nous, organisations de la société civile, on est en train de travailler sur comment promouvoir davantage la justice environnementale pour permettre à ces communautés-là d'attraire l'État devant nos juridictions, pour inviter nos États à respecter davantage leurs engagements. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, le président de la République dit que oui, nous allons faire des efforts pour réduire nos taux d'émission. En même temps, il encourage l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais ce sont les énergies fossiles, ce sont ces énergies-là qui contribuent fortement à polluer notre planète. Mais il va quand même falloir qu'on exploite notre pétrole et notre gaz. Oui, mais avec une démarche équilibrée, responsable et durable. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ne pas entrer dans la précipitation. Inviter tous les experts, les acteurs de la société civile, les scientifiques, les universitaires à réfléchir sur des mécanismes d'exploitation propres. Ça, c'est un, mais aussi réfléchir sur des fonds. On nous a annoncé 2023 pour les premiers barils. Non, en fait, c'est pas ça qui est important. En fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la transition énergétique et comment y aller. Aujourd'hui, on parle de revenus qui sera généré par l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais on ne parle jamais d'un fonds spécial qui devrait aujourd'hui servir à assurer la transition énergétique. Parce que les énergies fossiles ne sont pas durables. Le pétrole, on va l'exploiter pour 30 ans, le gaz pour 30 ans, mais si on exploite par exemple l'énergie solaire, ça c'est pour l'éternité. Donc nous devons réfléchir sur ça. Et aujourd'hui, les États, ce qu'ils font en Égypte, ça ne devrait pas être du tourisme. Ça devrait être des négociations très sûres, parce que la COP aussi, son objectif c'est ça. C'est de revoir les engagements qui ont été pris, c'est de repréciser ces engagements, mais aussi c'est de renégocier. Mais justement, on a entendu le président Macky Sall dire qu'il faut que les États respectent leurs engagements. On a tout de suite compris qu'il voulait s'adresser aux États-Unis, qui font partie des pays pollueurs, les plus grands pollueurs d'ailleurs. L'histoire a montré que Donald Trump avait refusé de financer, Biden avait promis, mais jusqu'à présent... Mais l'histoire a montré que les États-Unis, la Chine, sont de mauvais élèves. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto. Le Canada, qui faisait peut-être quelques efforts, s'est retiré par la suite. Et si même vous regardez les pays qui ont l'habitude d'organiser des COP, pour l'Afrique c'est la 5e fois, les États-Unis n'ont jamais organisé une COP, la Chine n'a jamais organisé une COP. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ces pays-là ne sont pas aujourd'hui prêts à déconstruire le confort du petit Américain qui aime par exemple jouer avec son vélo, qui aime conduire... je ne sais pas, de grandes bagnoles, de belles bagnoles, qui aiment être dans des trucs climatisés. Alors qu'ils sont à l'origine de tous les maux environnementaux. Ils sont à 96% de la pollution. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, pour moi, le président Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, c'est une aubaine pour l'Afrique, c'est une aubaine pour le Sénégal. Il devrait avoir le courage et l'audace de dire clairement aux États occidentaux que vos financements ne nous intéressent pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous mettez en place des mécanismes qui visent à réduire les taux d'émission. C'est ça le courage et l'audace. Mais dire que oui, nous avons besoin de 100 milliards de dollars pour financer notre engagement, on vous invite à financer vos engagements, etc. Ça, c'est un discours de pleurnichard. Éternel assisté. Oui, c'est un discours de manière de mendicité, de pleurnichard. Aujourd'hui, nous invitons l'ensemble des présidents africains. Mais pourquoi justement l'Afrique ne peut pas se prendre en compte? Ne peut pas prendre ses propres responsabilités par rapport Mais la responsabilité commence d'abord par l'audace. N'est-ce pas? Et la sincérité. On demande un financement qui ne vient jamais. Depuis 1992, on réclame des financements. Les financements ne sont jamais effectifs. Absolument. Maintenant, il faut avoir le courage de dire aux Occidentaux, aux puissances mondiales, que nous avons les ressources. Vous avez l'argent. Vous venez, on vous donne notre pétrole. Maintenant, ça s'arrête. On ne vous donnera plus nos pétroles. On ne vous donnera plus nos gaz. Absolument. Tant que vous n'incitez pas vos citoyens, vos banques,
à limiter le financement, en tout cas, des services pollueurs, des services qui polluent. C'est ça le courage, c'est ça l'engagement. Mais quand on a le courage, il faut avoir aussi les moyens. L'Afrique n'a pas les moyens. Vous mais l'avez non, dit. attends, les moyens c'est quoi? Comment s'imposer les moyens, Binta, si le monde a changé. Éternellement, on tend la main. Le monde a changé. Les moyens, c'est les ressources premières. Les ressources premières, c'est l'Afrique qui en détient. Absolument. N'est-ce pas? C'est ça, seulement les ressources premières suffisaient aujourd'hui à faire chanter les puissances occidentales. Sur la question du pétrole, sur la question du gaz et des autres ressources. C'est le travail que les organisations de la société civile font, en essayant d'une manière en tout cas très accrue à éclairer les communautés. Ça c'est un. Mais en essayant de protéger les droits des communautés, mais en essayant aussi d'encadrer et d'accompagner l'État sur des démarches propres, sur des démarches durables, sur des démarches équilibrées. Il va falloir que l'État vous écoute et vous appuie. Mais malheureusement, l'État souvent considère la société civile comme un adversaire et nous, on est là pour contribuer. Déjà, nous l'avons fait, Natural Justice peut-être l'a fait avec la loi sur la biodiversité, on le fait avec la réforme de la contribution nationale déterminée et on est prêt à le faire pour d'autres projets, pour montrer à l'État où l'impact des changements climatiques, en tout cas les milieux qu'ils détruisent davantage, mais aussi mettre une synergie entre l'État et les communautés pour une gestion concertée, durable et inclusive de ces phénomènes pervers du changement climatique qui met notre monde en péril, qui met la planète en péril. Nous, on imagine une planète peut-être bleue, comme vous l'avez si bien fait, ou bien une planète verte, mais la démarche qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est une démarche qui va droit, en tout cas, vers l'échec. Mais pourtant, on a entendu les institutions comme la Banque mondiale et le FMI dire qu'ils ne vont pas financer mais non, ça c'est le faux. gaz et l'exploitation La parce que Banque ce sont africaine de développement, des énergies fossiles qui polluent. Vous êtes sans savoir ce qui se passe aujourd'hui à Bargny avec la centrale à charbon, dont Natural Justice gère le dossier. Mais c'est la Banque africaine de développement qui a financé l'exploitation du charbon. Le charbon, c'est pratiquement aujourd'hui l'énergie la plus, en tout cas, polluée dans le monde, qui est aujourd'hui détestée partout. Et aujourd'hui, les femmes sont, en tout cas, sont prêtes à donner leur vie pour que cette centrale-là ne soit pas en marche. Absolument. Et non seulement cette centrale, non seulement ça pose un problème foncier, mais aussi ça va poser un problème de pollution accrue. Nous avons la Socosim à côté, nous avons les cimenteries Sahel, etc. Nous avons d'autres entreprises d'or qui exploitent de l'or, du phosphate, mais qui polluent notre pays. Aujourd'hui, le Sénégal est sombre. Le pétrole également et le gaz, ce sont des énergies fossiles qui polluent. Mais qui polluent. C'est pour cela que je vous dis que... Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter quand prenons même d'être également des Prenons pollueurs. l'exemple de la Norvège. La Norvège exploite le pétrole, la Norvège exploite le gaz, mais ils ont pris le temps de réfléchir sur des mécanismes qui visent à séquestrer le carbone. Parce que le carbone en soi, c'est pas mauvais si on sait le gérer. Mais on peut le gérer et le réorienter vers d'autres services. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voyez un peu les plateformes qui exploitent le gaz. À chaque fois, vous voyez qu'ils torchent le gaz. Vous voyez du feu sur toutes les plateformes. Mais ça, c'est dépassé. Et aujourd'hui, c'est ce que veut nous faire l'entreprise qui doit exploiter le pétrole à Sangomar. Mais les bonnes pratiques voudraient à ce que, aujourd'hui, si tu exploites le pétrole, il y a toujours du gaz. Mais tu mets un dispositif qui permet de réinjecter ce gaz, non soit à l'intérieur, soit la réutilisation de ce gaz pour donner de l'électricité. Ce sera à long terme. Mais c'est une réflexion. En fait, on n'a pas besoin de se précipiter. Le Sénégal a existé depuis combien de temps? Depuis notre indépendance, mais on n'a jamais eu de pétrole ni de gaz, à part le petit gaz qui se trouve à Gadiaga, et on vit. N'est-ce pas? Donc pourquoi se précipiter à donner des contrats? Il faut gérer, il y a des réalités politiques. Non, mais attends, depuis la signature du contrat, est-ce qu'on a une goutte de ce pétrole? Mais on ne l'a pas et pourtant on fait face. Donc le problème se trouve ailleurs. Le problème, c'est de régler déjà la question de l'injustice climatique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ensuite, de régler la question du financement. Non seulement comment faire pour que ce financement-là soit effectif, mais comment faire pour qu'il y ait de la transparence, pour qu'il y ait de la bonne gestion et de l'orientation de ce financement vers les services aux pauvres. Mais aussi de travailler sur les pertes et dommages. Comment faire pour qu'aujourd'hui les communautés qui subissent de plein fouet les phénomènes de changement climatique, comment faire pour les accompagner, comment faire pour les aider, comment faire pour protéger leurs droits, parce que ce sont des droits fondamentaux qui sont aujourd'hui bafoués. L'argent ne doit pas être seulement destiné aux riches. Aux riches, une école qui disparaisse du fait, par exemple, de l'élévation du niveau de la mer, des cases de santé qui disparaissent, des espaces de production qui disparaissent, mais ça, c'est une atteinte au droit à la vie. Donc aujourd'hui, si l'État
a aujourd'hui en tout cas des plaidoyers à faire au niveau mais c'est en aux tout cas financiers international. aussi qui doivent demander des comptes également sur l'utilisation de l'argent. Oui, c'est aux financiers, c'est aux populations, c'est nous les organisations de la société civile, c'est tout le monde. Il faut que les gens soient informés pour peut-être prendre en tout cas tous ces aspects en charge. Mais Binta, je ne pourrais pas en tout cas terminer cette émission sans pour autant parler de la représentativité de nos pays africains et du Sénégal en particulier. Nous, on est très mal représentés dans les COP, dans les négociations. Souvent, ce sont des délégations qui sont plus ou moins politiques qu'on envoie. Souvent, on n'associe pas les experts ni les organisations de la société civile qui sont souvent en face de grands experts. Les États-Unis, quand ils vont à la COP, la France, mais sont des délégations de milliers de personnes avec tous les experts, toutes les catégories d'expertise. Mais nous, on préfère y aller en copinage, on préfère envoyer des petits politiciens pour faire des shopping. Aujourd'hui, nous devons envoyer des gens sérieux, des gens crédibles, qui s'y connaissent, pour engager des négociations et des discussions sérieuses devant les puissances, en tout cas internationales. Ça, c'est important. Absolument. Alors, pour la dernière question, est-ce que vous pensez que ce ne sera pas un autre sommet de plus, un sommet encore d'engagement qui ne seront jamais respectés? Bon, de toute façon, on est à la COP depuis 1995, de Berlin jusqu'en Égypte. C'est des COP en n'en plus finir. N'est-ce pas? L'année passée, c'était un peu plus ou moins lamentable. Bon, je pense que la COP 28, ça sera en Arabie Saoudite, si je ne m'abuse. Hein? Et si on ne fait pas attention, ça sera encore une COP de plus dans la mesure où, si ce que je viens d'énumérer, la question des financements n'est pas réglée, si la question des pertes et dommages n'est pas encore réglée, si les communautés n'ont pas les capacités, l'empowerment n'est pas effectif pour que les communautés mettent pression sur les entreprises, sur les compagnies, sur les États à réduire leur taux d'émission, ça sera l'éternel commencement. Donc il faudrait peut-être mieux travailler sur la sensibilisation, mobiliser davantage la presse que vous êtes. Parce que souvent, on le dit, hein, les trains qui arrivent à l'heure ne vous intéressent pas, mais ça sont des questions techniques qu'on devrait aujourd'hui, en tout cas, discuter tous les jours. Le changement climatique nous interpelle quand même. Pour quand même inviter les communautés à comprendre les enjeux. Parce que ce sont leurs intérêts qui sont menacés. Et si les communautés comprennent les enjeux, ils pourront à un moment donné prendre le combat à main, prendre les revendications en main et demander davantage aux États de respecter leurs engagements. Et là, ça peut peut-être augurer de lendemains meilleurs. Mais là où on va, comme l'a dit si bien notre président de la République, c'est un monde en péril. C'est un monde, en tout cas, très, très en danger. Sauver la planète ou périr ensemble. Ou périr, ça c'est... Nous ne voulons pas périr. Ça c'est impératif. Si on ne respecte pas nos engagements, si le climat évolue de plus de 2 degrés, la planète va disparaître. Ça, c'est très sûr et c'est moi qui vous le dis. Absolument. On ose espérer que votre plaidoyer sera entendu et que nous n'allons pas périr et que la planète va rester. Inch'Allah. En tout cas, vraiment, merci pour cette émission, merci pour ce privilège. Et nous vous invitons davantage à communiquer sur la question parce que nous sommes tous concernés. Nous y sommes. Vraiment, je vous remercie. De le faire et je remercie l'ensemble des acteurs de la société civile et qui sont en Égypte, mais qui sont ici au Sénégal et aux collègues de Natural Justice Sénégal. Absolument, nous y sommes tous les jours parce que le changement climatique nous interpelle tous. Nous avons notre mot à dire là-dessus et nous y sommes. Chaque fois, nous ne manquons pas l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Mamadou Lamine Diagne. Vous êtes juriste et environnementaliste. Vous étiez là pour parler des enjeux de la COP27, surtout concernant l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Bien, bonsoir.